Tu ne m'attires plus, a dit ma femme. Sa sœur a simplement répondu, alors, c'est mon tour. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous et aimez la vidéo. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Ce genre de quiétude qui était autrefois réconfortante, mais qui ce soir bourdonnait d'une tension palpable. Je me suis arrêté sur le seuil du salon, m'appuyant contre le cadre de la porte, et j'ai demandé, alors, comment veux-tu passer la soirée? Laura n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Sa voix était plate, presque lasse. Absolument rien, David. Tu ne m'excites plus. Pendant une seconde, les mots n'ont pas fait sens. Puis ils m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Je me suis approché, la voix basse mais ferme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle a soupiré, une expiration exagérée et fatiguée. Tu m'as entendu. Je ne ressens rien. Tu es juste là. Mon rire a été amer avant même que je réalise qu'il m'échappait. Oh, alors maintenant je ne suis qu'un meuble. C'est drôle venant de quelqu'un qui n'a pas essayé de faire la moitié du chemin depuis des mois. Ses yeux se sont levés vers moi, froids et perçants. Ne retourne pas ça contre moi. Tu es devenu prévisible. Les mêmes chemises, les mêmes dîners, la même routine. Tu es comme une horloge, David. Prévisible. Je me suis penché en avant. La chaleur montait dans ma poitrine. Être prévisible, c'est être le seul qui se soucie encore assez pour être présent. Être prévisible, c'est payer les factures, s'assurer que cet endroit reste un foyer pendant que tu te déconnectes émotionnellement. Tu penses que c'est un défaut? Elle a levé les yeux au ciel. Tu crois que travailler de 9 à 5 et faire les courses fait de toi une sorte de héros? Non, ai-je dit, la voix tendue. Mais je crois que rester quand les choses deviennent difficiles signifie quelque chose. Je crois que la loyauté compte encore pour quelque chose. Du moins, c'était le cas dans ce mariage. Elle a ricané. La loyauté, s'il te plaît. Ce n'est qu'un autre mot pour rester dans sa zone de confort. Les mots entre nous étaient devenus des instruments contondants. Coup après coup. Chacun arrachant le peu de douceur qui restait. Mon pouls martelait dans mes oreilles, mais sous la colère, il y avait quelque chose de plus ferme. Je ne suppliais pas. Je ne me recroquevillais pas. J'ai soutenu son regard sans ciller. Finalement, elle a détourné les yeux, murmurant quelque chose sur le besoin d'espace, et a disparu dans la chambre, me laissant debout au centre de notre impeccable appartement de Portland. Cet endroit avait l'habitude de se sentir comme un reflet de nous, des plantes sur le rebord de la fenêtre, des étagères remplies de livres que nous avions choisis ensemble, la légère odeur de café persistante de notre rituel matinal. Je travaillais comme architecte de niveau intermédiaire dans un petit cabinet du centre-ville. Salaire stable, bon horaire. Notre vie avait été ordinaire, mais confortable. Je pensais que c'était suffisant pour nous deux. Apparemment, je me trompais. Le silence qui a suivi était différent maintenant. Pas le bourdonnement d'un foyer, mais l'écho de quelque chose qui se brise. Et je n'avais encore aucune idée de la profondeur des fissures. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai essayé. Pas le genre d'effort à moitié convaincu du type, je suppose qu'on devrait arranger ça, mais le genre d'effort délibéré et réfléchi qui déterre des souvenirs et espère qu'ils comptent encore. Le mardi, je suis passé chez le fleuriste à 2 pâtés de maison de mon bureau. La femme derrière le comptoir, aux yeux bienveillants et aux cheveux parsemés d'argent, a emballé un bouquet de tulipes jaunes, les préférées de Laura. Je me suis souvenu de la première fois que je lui en avais offert, quand nous sortions encore ensemble. Elle avait ri et dit, le jaune signifie l'amitié. Je suppose que je vais te garder dans les parages. Ce sourire m'avait captivé pendant des années. J'ai laissé les fleurs dans un vase sur le comptoir de la cuisine. Une petite note glissait entre les tiges, sans raison particulière. Quand elle est rentrée à la maison, elle les a regardées, a murmuré « merci » et a posé son sac. Pas de sourire, pas d'étincelle, juste « merci ». Le soir suivant, j'ai essayé l'humour. Pendant qu'elle scrollait sur le canapé, je me suis glissé dans la cuisine et j'ai attrapé la vieille tasse en céramique avec une fissure sur le côté. Celle dont elle disait autrefois qu'elle avait l'air d'avoir survécu à une bagarre de bar. Je lui ai servi son thé et le lui ai tendu en souriant. Attention! Celle-ci en a vu plus que moi. Elle a laissé échapper un petit rire, sans même lever les yeux de son téléphone.
Un petit rire, c'est tout. Le jeudi, j'ai creusé plus profond. Après le dîner, j'ai sorti une bouteille de vin que nous gardions. Pour un jour de pluie, disions-nous. Je l'ai posée près du canapé. Que dirais-tu d'une soirée cinéma? Le genre qu'on faisait avant. Popcorn, couverture, et toi qui cries sur l'écran parce que les personnages prennent de mauvaises décisions. Elle a hésité, ses yeux se sont tournés vers la télévision, puis elle a secoué la tête. Je suis fatigué. Longue journée. Elle s'est levée, laissant le vin non ouvert. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de mes tentatives. Il s'agissait du fait qu'elle ne voulait pas être atteinte. Le vendredi matin, pendant le café, je me suis appuyé contre le comptoir et je l'ai dit tout net. Laura, tu as cessé d'être présente. Ce mariage n'est pas à sens unique. Je suis là, je fais le travail, et toi, tu es complètement ailleurs. Elle a posé sa tasse avec un peu plus de force que nécessaire. Alors maintenant tu tiens les comptes. Je souligne un fait, ai-je dit calmement. Tu stagnes, Laura. Tu attends que je devienne quelque chose que tu n'as même pas défini. Alors que tu devrais peut-être te regarder en face. Ses yeux se sont rétrécis. Oh, c'est riche. Ai-je tort? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle a juste attrapé son sac et est sortie. Je suis resté dans la cuisine un long moment après ça, la légère odeur de son parfum flottant dans l'air. J'avais commencé la semaine en pensant que je pourrais la reconquérir avec des fleurs, des rires et de vieux souvenirs. Mais tout ce que j'avais obtenu en retour, c'était une indifférence polie et un mur que je ne pouvais franchir. Pourtant, je n'étais pas prêt à abandonner. Pas encore. C'est arrivé un dimanche soir, calme, à l'exception du bruit de la douche qui coulait dans la salle de bain. J'étais assis à la table de la cuisine, feuilletant un vieux magazine, quand son téléphone a vibré sur le comptoir. Je ne l'aurais pas remarqué si ce n'était pour l'aperçu qui a illuminé l'écran. Juste quelques mots, une demi-phrase, mais assez pour que mon pouce accélère. La nuit dernière était. Le reste était coupé. J'ai fixé le téléphone. Mes doigts se sont crispés. L'envie de le prendre était presque écrasante. Je pourrais simplement faire glisser pour l'ouvrir, voir le reste, savoir avec certitude, mais une partie têtue de moi s'est retenue. Je m'étais toujours dit que je n'étais pas le genre d'homme à espionner. Ma main a plané au-dessus. Puis je l'ai retirée. Quand Laura est sortie de la salle de bain, la vapeur tourbillonnant derrière elle, j'ai essayé de garder ma voix égale. Dis, qui vient de t'envoyer un message? Elle s'est figée une fraction de seconde. Pourquoi? J'ai haussé les épaules, désinvolte en apparence. Juste curieux. Je l'ai vu s'allumer. Ses yeux se sont légèrement plissés. Tu as regardé mon téléphone? Il était juste là sur le comptoir, ai-je dit, ma voix se tendant. Ce n'est pas comme si j'avais fouillé dans ton sac. Elle a traversé la pièce en deux enjambées, a attrapé son téléphone et l'a serré contre sa poitrine comme s'il était fragile. Tu n'as pas le droit de regarder mes messages, David. C'est mon espace personnel. Espace personnel? Je me suis levé maintenant, la chaleur montant dans ma voix. Nous partageons un lit, Laura. Nous partageons une vie, mais je ne peux pas savoir qui t'envoie des messages à propos de la nuit dernière. Son menton s'est levé. Exactement. Parce que tu ne me possèdes pas. Les mots ont frappé plus fort qu'elle ne le voulait probablement. Il ne s'agit pas de possession. Il s'agit de confiance, qui, à ma connaissance, est censée être mutuelle. Alors fais-moi confiance, dit-elle brusquement, presque sur la défensive. J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. Te faire confiance? Tu ne peux même pas répondre à une simple question sans agir comme si j'avais commis un crime. Ses yeux ont brillé. Peut-être que j'en ai marre de me sentir interrogé. Et peut-être que j'en ai marre de me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Les mots sont sortis plus forts que je ne le voulais, rebondissant sur les murs. Nous sommes restés là, figés dans le silence, l'air épais entre nous. Puis elle s'est détournée, scrollant sur son téléphone comme si la conversation était déjà terminée. Cette nuit-là, je suis resté au lit à fixer le plafond pendant qu'elle me tournait le dos. Quelque part après minuit, j'ai sombré dans un sommeil agité. Et c'est alors que j'ai fait ce rêve. Il était vif,
trop vif. Laura était dans les bras d'un autre homme, la tête renversée en arrière dans un rire que je n'avais pas entendu depuis des mois. Ils étaient enveloppés d'une lumière dorée, celle qui précède juste le coucher du soleil. Le visage de l'homme était flou, mais sa main sur sa joue était sans équivoque. Elle semblait vivante d'une manière qu'elle ne l'avait pas été avec moi depuis longtemps. Quand je me suis réveillé en sursaut, mon cœur battait la chamade. Le rêve me collait à la peau comme de la fumée, s'infiltrant dans chaque pensée. Je suis resté là dans le noir, à observer sa respiration régulière à côté de moi. Et pour la première fois, je n'étais pas sûr de vouloir connaître la vérité, ou si j'en avais peur. Le lendemain matin, l'appartement était baigné de cette pâle lumière de Portland qui rend tout plus doux qu'il ne l'est. Laura était de nouveau sous la douche, son téléphone sur le comptoir, déverrouillé cette fois. C'était comme se tenir au bord d'une falaise, le vent dans mon dos. Je savais qu'un pas changerait tout. Mes doigts ont bougé avant que ma conscience ne puisse les arrêter. Les messages remplissaient l'écran. Pas professionnel, pas anodin. J'ai fait défiler. Les mots étaient explicites, du genre qu'on ne confondrait jamais avec une plaisanterie amicale. Ses réponses étaient pires. Chaleureuses, taquines, intimes d'une manière qu'elle ne l'avait pas été avec moi depuis des mois. Puis sont venues les photos. Pas seulement les siennes, mais les siennes à lui. Mon estomac s'est noué, ma bouche est devenue sèche. Il y avait aussi des projets. Un restaurant du centre-ville, un hôtel. Des heures précises. Ce n'était pas un flirt qui avait mal tourné. C'était délibéré. Choisi. J'aurais dû jeter le téléphone. J'aurais dû la confronter à ce moment-là, exiger des réponses, crier jusqu'à ce que ma voix se brise. Mais à la place, quelque chose d'autre a pris le dessus. J'ai ouvert la galerie, j'ai pris des captures d'écran rapides de chaque message, de chaque photo. Mon pouce bougeait avec un calme et une précision que je ne me reconnaissais pas. Chaque fichier a été sauvegardé dans un dossier caché sur mon propre téléphone, puis sauvegardé sur le cloud. Redondant, intouchable. Quand j'ai eu fini, j'ai reposé son téléphone exactement où il était, l'écran sombre, comme si rien ne s'était passé. La douche coulait toujours. Je suis resté dans la cuisine, fixant le comptoir, ressentant la chose la plus étrange. Pas de la rage, pas du chagrin, mais de la clarté. Froide et nette. Elle avait sa vérité dans laquelle elle vivait, et maintenant j'avais la mienne. La différence, c'était que la mienne pouvait détruire son monde si je décidais de l'utiliser. Laura est sortie quelques minutes plus tard, enveloppée dans une serviette, les cheveux humides et bouclés aux pointes. Elle m'a regardé, puis a regardé la cafetière. « Tu as fait du café ?» ?»« Oui, » ai-je dit, ma voix stable, presque désinvolte. « Il est sur la plaque chauffante. » Elle s'est servi une tasse, inconsciente de tout. J'ai bu la mienne lentement, l'étudiant par-dessus le bord de ma tasse. Pour la première fois depuis cette dispute dans le salon, je ne me sentais pas acculé. Je ne me sentais pas en position de faiblesse. La vérité était mienne maintenant. Et cela me donnait quelque chose que je n'avais pas eu depuis des semaines. Le contrôle. Ça n'effaçait pas la piqûre. La trahison pesait toujours comme une pierre sur ma poitrine. Mais le désespoir frénétique d'arranger les choses avait disparu. Je n'avais plus besoin de deviner. Au moment où elle est partie travailler, souriant faiblement comme si la semaine dernière n'avait pas eu lieu, j'avais déjà décidé que je ne me précipiterais pas. Je n'exploserais pas. J'attendrais. Et quand le moment serait venu, elle verrait exactement ce que j'avais tenu entre mes mains depuis tout ce temps. C'est un mardi soir que Laura l'a mentionné en passant, comme si elle parlait du temps. Ah, au fait, Amy vient passer quelque temps à la maison. J'étais à l'évier en train de rincer un verre, sa voix était légère, ses yeux fixés sur le tourbillon de l'eau. Amy, sa sœur cadette. Je ne l'avais pas vue depuis des années, depuis avant le mariage, peut-être. Je me souvenais d'une jeune femme chaleureuse et au rire facile, dans la vingtaine à l'époque. Quelqu'un qui posait des questions parce qu'elle voulait vraiment connaître les réponses. Quand ? Ai-je demandé, gardant mon ton neutre. Elle arrive vendredi. Juste pour une semaine ou deux, a répondu Laura sans lever les yeux. J'ai hoché la tête lentement, prenant une gorgée de mon café. Je n'ai pas demandé pourquoi Amy venait ni où elle dormirait. En surface, j'étais calme. À l'intérieur,
cette tempête que je contenais depuis le matin où j'avais trouvé les messages ne s'est pas dissipée. Elle a simplement changé, faisant de la place pour quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Le vendredi est arrivé sous une pluie constante de Portland, le genre qui transforme la ville en aquarelle. J'étais dans le salon, naviguant distraitement sur mon ordinateur portable quand on a frappé à la porte. Laura était encore en train de s'habiller, alors je suis allé ouvrir. Amy était là, sous la capuche d'un manteau sombre, une valise à la main. Elle a rabattu sa capuche et son sourire m'a frappé avec une chaleur inattendue. Pas le genre de sourire poli et mesuré auquel je m'étais habitué de la part de Laura, mais le genre qui disait qu'elle était heureuse de me voir. « David », dit-elle, la voix vive, mais un peu timide. « Waouh, ça fait une éternité. »« Oui », ai-je dit, m'écartant. « Entre. Laisse-moi prendre ta valise. » Elle a hésité, puis me l'a tendue, entrant dans l'appartement. Ses yeux ont balayé l'espace, s'arrêtant sur les étagères de livres et les plantes à la fenêtre. « Vous avez rendu l'endroit douillet », dit-elle. J'ai laissé échapper un petit rire, ou du moins j'ai essayé. Laura est apparue à ce moment-là, les cheveux encore humides, enfilant un cardigan. Amy. Elle a traversé la pièce pour la serrer dans ses bras, le genre d'étreinte qui serre avec les deux bras et s'attarde une seconde de trop pour être fausse. Je les ai observés, remarquant l'affection facile, la façon dont les yeux de Laura s'adoucissaient, si différente de la civilité froide qu'elle me réservait ces jours-ci. Ce soir-là, nous avons dîné tous les trois, des pâtes avec du pain à l'ail et une bouteille de vin rouge. Amy m'a posé des questions sur mon travail, écoutant vraiment, hochant la tête, posant d'autres questions. Elle nous a parlé de son travail dans une petite maison d'édition à Seattle, de l'appartement étroit mais charmant qu'elle aimait, du chien de refuge qu'elle avait adopté l'année dernière. Plus tard, alors que Laura disparaissait dans la chambre, probablement en train de scroller sur son téléphone, Amy est restée pour m'aider à faire la vaisselle. Elle l'avait pendant que j'essuyais, fredonnant doucement. Ce n'était pas une chanson que je reconnaissais, mais le son était bas et apaisant, le genre qui vous faisait oublier que vous étiez censé vous sentir mal à l'aise. Pendant les jours suivants, j'ai remarqué ses habitudes. C'était le genre de personne qui préparait assez de café pour tout le monde, pas seulement pour elle. Elle riait sans vérifier d'abord son reflet. Elle posait des questions sur les livres que je lisais et voulait vraiment en savoir plus. C'était de petits gestes, ordinaires, en fait, mais quand on a vécu de miettes d'affection, même la gentillesse ordinaire ressemble à un festin. Laura, pendant ce temps, semblait inconsciente. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Elle partait toujours tôt, rentrait tard, scrollait sur son téléphone plus qu'elle ne me regardait. Si elle a remarqué que l'air dans l'appartement était plus léger avec Amy, elle ne l'a pas mentionné. Je gardais mes distances, faisant attention de ne pas trop en montrer, mais quelque chose changeait sous la surface. La présence d'Amy, c'était comme ouvrir une fenêtre dans une pièce où j'étouffais depuis des mois. Et même si je ne l'avais pas prévu, ce changement ne me dérangeait pas du tout. C'était un jeudi soir, le genre de nuit où la ville semblait assourdie. La pluie tombait depuis midi, régulière et fine, et les fenêtres brillaient sous les lampadaires extérieurs. Laura était allée se coucher tôt, prétextant être épuisée par un déjeuner de réseautage. Cela nous laissait, Amy et moi, dans le salon, un disque de jazz tournant sur la platine, une habitude que j'avais prise quand Laura aimait encore les soirées tranquilles à la maison. La bouteille de pinot noir était déjà à moitié vide entre nous. Amy était blottie au bout du canapé, les pieds sous elle, un verre à la main. Elle m'avait raconté des histoires de son travail à la maison d'édition, des manuscrits arrivant avec des taches de café, un auteur qui a envoyé son roman entièrement imprimé en Comic Sans. Elle a ri, d'un rire chaleureux et sans retenue, et j'ai réalisé que je n'avais pas entendu un tel rire dans cet appartement depuis longtemps. À un moment donné, j'ai quitté ma chaise pour le canapé, comblant l'écart entre nous. Pas trop près, juste assez pour que nous n'ayons pas à élever la voix par-dessus le doux sifflement du disque. « Tu as toujours ce regard », dit-elle soudainement, penchant la tête vers moi. J'ai haussé un sourcil. « Quel regard ? » Ce truc où tu écoutes, mais tu penses aussi à autre chose. Tu le faisais tout le temps quand on s'est rencontrés. J'ai souri faiblement. Peut-être que je pense trop. Ou peut-être que tu n'en dis pas assez, a-t-elle répondu en sirotant son vin. Les mots ont atterri plus lourdement qu'ils n'auraient dû. Je vivais en silence depuis des mois, ravalant des choses que je voulais dire à Laura parce que je savais qu'elle serait accueillie par un haussement d'épaules agacé ou un soupir. Mais là, quelqu'un me regardait droit dans les yeux,
attendant une réponse. Après cela, nous avons dérivé vers une conversation plus calme. Histoire de famille, petit moment d'enfance. Elle m'a raconté la fois où elle et Laura avaient essayé de construire une cabane dans les arbres et s'étaient retrouvés coincés à mi-chemin, appelant leur père à la rescousse. Je lui ai raconté l'été que j'avais passé à travailler dans une marina, comment j'avais appris à faire des nœuds dont je me souvenais encore. À un moment, elle s'est penchée en avant pour remplir mon verre. Ses doigts ont effleuré les miens sur la tige du verre, s'attardant une seconde de trop. Aucun de nous n'a reculé. J'entendais le léger martèlement de la pluie dehors, la ligne constante du saxophone se tissant dans l'air, la chaleur du vin s'accumulant dans ma poitrine. Mon pouls était fort dans mes oreilles. Elle a reposé la bouteille lentement, ses yeux rencontrant les miens. Il y avait de l'incertitude là, de l'hésitation, mais aucun recul. Je ne me souviens pas avoir décidé de me rapprocher. C'est comme si l'espace entre nous s'était simplement refermé. Ses lèvres étaient douces, hésitantes, avec un léger goût de vin. Ce ne fut pas un baiser affamé ou désespéré. Il était prudent, presque fragile, comme si nous savions tous les deux le poids de ce que nous faisions. Et pourtant, à ce moment-là, cela semblait inévitable. Quand nous nous sommes séparés, elle est restée proche, son souffle chaud contre ma joue. Ses yeux cherchaient les miens comme si elle attendait que je parle. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Elle s'est alors reculée, repliant ses jambes sous elle, son regard tombant sur son verre. On ne devrait pas. A-t-elle commencé, mais elle n'a pas fini. J'ai hoché la tête faiblement, même si je n'étais pas sûr d'être d'accord. Le disque s'est terminé par un doux crépitement, et la pièce semblait différente maintenant, chargée, mais silencieuse. Nous avons fini le reste du vin sans dire grand-chose de plus, la pluie battant toujours contre les fenêtres. Quand elle s'est finalement levée pour aller se coucher, elle a hésité sur le seuil, me regardant une demi-seconde. Puis elle est partie, et je suis resté assis dans la pénombre, mes doigts se souvenant encore de la forme des siens. Le lendemain matin était différent. Amy était dans la cuisine quand je suis sorti, les cheveux relevés, les manches retroussées alors qu'elle rinçait sa tasse de café. Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait sourire comme la veille. Mais au lieu de cela, elle a offert un rapide et poli « bonjour » et s'est affairée à essuyer la tasse. Laura n'était nulle part en vue, déjà partie pour la journée à en juger par l'absence de son sac sur le comptoir. Je me suis servi une tasse de café, le silence entre nous s'étirant, mince. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots semblaient dangereux à la lumière du jour. Amy a rangé la tasse dans le placard et s'est dirigée vers le couloir. « Je vais retrouver une amie pour le brunch », dit-elle, sans me regarder dans les yeux. « À plus tard. » J'ai hoché la tête. « Amuse-toi bien. » Et puis elle est partie, la porte d'entrée se refermant derrière elle. Le reste de la journée, je me suis dit de laisser tomber. Ce baiser avait été un moment. Chargé, oui, mais isolé. Nous pourrions simplement prendre du recul, faire comme si de rien n'était. Mais faire semblant n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Je l'ai rejoué plus d'une fois, la chaleur de sa main, la façon dont son souffle s'était coupé, la brève et hésitante pression de ses lèvres. Le soir, Laura était de nouveau sortie, cette fois pour un événement de réseautage au centre-ville. J'étais dans le salon quand Amy est entrée, secouant son manteau, les joues roses de froid. « Salut », dit-elle presque prudemment. « Salut ». Elle a accroché son manteau au porte-manteau, hésitant comme si elle ne savait pas si elle devait s'asseoir ou continuer à bouger. Finalement, elle s'est approchée du canapé, se blottissant dans le coin. « Je ne t'évitais pas », dit-elle après un moment, les yeux sur ses mains. Je ne savais juste pas quoi dire ce matin. « Je comprends », ai-je dit doucement. Elle a alors levé les yeux, et ce qu'il y avait dans son regard n'était plus de l'incertitude. C'était quelque chose de plus lourd, de plus délibéré. « Tu comprends, vraiment ?» J'ai posé mon café et me suis penché en avant. Je sais qu'on n'aurait probablement pas dû, mais je ne le regrette pas. Son souffle s'est coupé, et elle a jeté un regard vers le couloir comme si elle cherchait Laura. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Je ne le regrette pas non plus, dit-elle finalement. Mais... Elle s'est interrompue, se mordant l'intérieur de la lèvre. C'est compliqué. Tout dans cette maison est compliqué, ai-je dit, ma voix plus basse maintenant.
Mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Elle n'a hésité qu'un instant avant de se rapprocher. Ses genoux ont effleuré les miens, et j'ai eu l'impression que l'air s'épaississait entre nous. Je ne me souviens pas qui a bougé le premier. Une seconde, nous nous regardions, la suivante, nos bouches se rencontraient. Sans hésitation cette fois. Le baiser s'est approfondi rapidement, ses mains glissant à l'arrière de mon cou. Nous nous sommes séparés juste assez pour respirer, et elle a murmuré, Laura sera sortie pendant des heures. Ce n'était pas une question. Le reste s'est passé dans la pénombre de la chambre qu'elle utilisait, silencieux, sans hâte, mais avec une fin qu'aucun de nous n'avait osé nommer auparavant. Chaque mouvement semblait délibéré, chaque contact à la fois prudent et assuré. Quand ce fut terminé, nous étions allongés dans la pénombre, sans parler, écoutant la pluie recommencer dehors. À un moment donné, j'ai tracé le contour de sa main avec mes doigts et j'ai dit, presque sans réfléchir, tu n'as pas à te sentir coupable pour ça. Elle a tourné la tête vers moi. Non. Je n'ai pas répondu, car au fond, je savais que la culpabilité était la chose la moins dangereuse avec laquelle nous jouions tous les deux. La chambre était silencieuse, à l'exception du doux sifflement de la pluie contre les fenêtres. La tête d'Amy reposait sur mon épaule, sa respiration lente, une main légèrement posée sur ma poitrine. L'air entre nous ne semblait pas exactement paisible, mais suspendu, comme si nous étions tous les deux conscients de la ligne que nous avions franchie et avions décidé, sans mots, de ne pas faire marche arrière. Puis, métal contre métal, un cliquetis, une serrure qui tourne. Nous nous sommes figés. Elle n'est pas censée rentrer si tôt, a murmuré Amy, se redressant si vite que le drap a glissé de son épaule. Mais la porte s'est ouverte, et elle était là. Laura se tenait sur le seuil, toujours en talons, son manteau pendant lâchement. Ses cheveux étaient humides et elle tenait encore ses clés de voiture dans sa main, comme si elle n'avait pas décidé quoi en faire. Son sac a glissé de son épaule et a heurté le sol avec un bruit sourd. Ses yeux se sont posés sur nous. Amy dans des draps emmêlés, moi assis sur le bord du lit, à moitié en train de boutonner ma chemise. Pendant un instant, il n'y a eu rien, ni mouvement, ni souffle. Puis sa voix est venue, rauque, presque inhumaine. Tu te fous de moi? Dans ma maison? Avec ma sœur? Amy s'est levée du lit, serrant le drap contre sa poitrine. Laura. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Le rire de Laura était aigu, presque dément. Désolé? Tu es désolé? Dégage de ma vue. Les yeux d'Amy se sont tournés vers moi une fraction de seconde, suppliant, peut-être pour s'excuser, avant de se précipiter hors de la pièce, ses pieds nus martelant le bois. Un instant plus tard, la porte d'entrée a claqué si fort que les cadres des murs ont tremblé. Et puis il ne restait plus que Laura et moi. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, ses talons résonnant comme des coups de feu. Toi. Sa voix s'est étranglée, mais pas sa fureur. Elle a attrapé le vase sur la commode et l'a jeté contre le mur. La céramique a explosé en une pluie d'éclats. Tu crois que ça te donne le beau rôle? A-t-elle crié, saisissant la photo encadrée de nous à notre mariage. Le verre s'est brisé contre le coin de la commode, les morceaux s'éparpillant sur le sol. Tu crois que ça te donne une supériorité morale? Je me suis levé, la voix basse, ferme. Tu as mis fin à ce mariage il y a bien longtemps, Laura. Son visage s'est tordu en une grimace entre la rage et l'incrédulité. Oh, alors maintenant tu es la noble victime. Ça? A-t-elle pointé sauvagement vers le lit, c'est ta justice? Non, ai-je dit calmement. C'est la vérité que tu as créée. Tu ne supportes juste pas quand le miroir se retourne contre toi. Sa respiration s'est accélérée, secouant presque son corps. Tu es dégoûtant, a-t-elle craché. Si quelque chose ne te plaît pas, ai-je dit en me dirigeant vers la porte, tu peux quitter la maison. Les mots sont tombés comme une pierre dans l'eau calme. Pas de bruit au début, mais des ondes qui s'étendent. Elle m'a regardé comme si elle essayait de trouver la version de moi qu'elle connaissait autrefois. Je l'ai laissée chercher. Elle ne la trouverait pas. Sans un mot de plus, je suis sorti, passant sur les débris de la chambre, jusqu'à la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau, les mains stables. Derrière moi, elle est restée immobile. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le canapé grincer sous son poids. Pas de télévision, pas de musique, juste le bruissement occasionnel d'une couverture.
Une fois, j'ai cru l'entendre pleurer, mais le son était étouffé, enterré dans le tissu. Je ne suis pas allé vers elle. La pluie dehors s'est intensifiée, battant un rythme lent et régulier sur les fenêtres. Je me suis assis dans la chambre obscure, la laissant emplir le silence. Les éclats de céramique toujours éparpillés à mes pieds. À un moment donné, mon pouls a cessé de s'emballer. Ma respiration s'est calmée, et j'ai réalisé que je ne ressentais ni culpabilité, ni honte, ni même de colère. Juste le contrôle. Et je n'étais pas sûr de vouloir ressentir autre chose. La pluie s'était arrêtée quelque temps avant l'aube, laissant l'air lourd et humide. Je me suis réveillé au léger cliquetis d'une tasse contre le comptoir de la cuisine. Laura était assise à la table dans sa robe de chambre, les mains enroulées autour d'une tasse de café. Elle semblait plus douce d'une certaine manière, les cheveux détachés, les yeux gonflés, mais pas de sommeil. « Tu n'es pas venu te coucher ?» dit-elle doucement, comme si parler trop fort pouvait briser la chose fragile qu'elle essayait de maintenir. Je me suis servi mon propre café sans répondre. Quand je me suis assis en face d'elle, elle m'a jeté un regard que je reconnaissais, un mélange de pitié et de quelque chose de répété. « Je ne sais même pas par où commencer », murmura-t-elle. Ce qui s'est passé la nuit dernière. J'étais blessé. J'ai mal réagi. Mais on peut surmonter ça, David. On peut arranger les choses. J'ai failli rire, mais j'ai gardé un visage impassible. Arranger les choses ? Elle a hoché la tête rapidement, se penchant en avant. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Je n'ai pas été aussi présente que j'aurais dû, et peut-être que je t'ai pris pour acquis, mais ce que tu as fait. Sa voix s'est brisée. Je peux pardonner ça si nous acceptons tous les deux d'aller de l'avant. C'était une performance, mais une bonne. Sa voix tremblait aux bons endroits. Ses yeux restaient humides, mais sans déborder. Elle a même tendu la main vers la mienne, et pendant un instant, j'ai laissé ses doigts toucher les miens. Puis je me suis retiré. « Tu veux aller de l'avant ?» ai-je demandé. « D'accord, commençons par l'honnêteté. » J'ai posé mon café, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Quelques clics, et la galerie a rempli l'écran, des fils de messages, des photos, le genre de vérité qu'on ne peut pas contester. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Son visage a perdu toute couleur alors qu'elle faisait défiler. La tension défensive dans ses épaules est revenue, mais sa bouche est restée fermée. « J'ai ça depuis des jours », ai-je dit calmement. Chaque mot, chaque photo, chaque plan que tu as fait avec lui. Elle a repoussé le téléphone vers moi, mais sa main tremblait maintenant. Ce n'était pas. Non, ai-je dit, la coupant. Ne nous insulte pas tous les deux avec un mensonge. Tu as mis fin à ce mariage bien avant qu'Amy n'arrive. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la honte, peut-être, mais elle est partie aussi vite qu'elle est venue. Ses lèvres se sont serrées en une ligne fine. Alors c'est tout, c'est ça ? C'est tout. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti une enveloppe Kraft, la posant sur la table. Les papiers du divorce, déjà signés de ma part. Ses yeux se sont écarquillés. J'en ai fini, ai-je dit en me levant. Tu peux les signer maintenant ou plus tard. Ça m'est égal. Elle a fixé l'enveloppe comme si c'était un serpent enroulé. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, j'accepterai n'importe quoi si ça signifie qu'on peut arranger ça. J'ai contourné la table vers la porte. Il ne s'agit pas d'arranger quoi que ce soit. Il s'agit de mettre fin à quelque chose qui est déjà mort. J'ai pris ma veste sur le porte-manteau et je suis sorti, l'air frais du matin sur mon visage. Derrière moi, j'ai entendu sa chaise gratter contre le sol, mais je ne me suis pas retourné. En allant vers la voiture, j'ai marché sur un éclat de céramique du vase de la veille, brillant encore sous la faible lumière du soleil. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si elle me regardait. La chambre du motel sentait légèrement le café rassis et la moquette détrempée par la pluie, mais pour moi, c'était comme de l'air frais. J'ai posé mon sac sur la petite table près de la fenêtre et je suis resté là un moment, écoutant le bourdonnement du radiateur. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, les murs ne semblaient pas se refermer sur moi. Je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone à la main, fixant l'écran. Ma liste de contacts défilait sous mon pouce, passant par des collègues, de vieux amis, des numéros que je n'avais pas appelés depuis des années, jusqu'à ce que j'atterrisse sur le sien.
Ami. Mon pouce a hésité. J'ai pensé à la dernière fois que je l'avais vue, le visage pâle, enveloppé dans un drap, se précipitant devant Laura sans un regard en arrière. Je me suis demandé si elle me détestait maintenant, ou si elle se détestait elle-même, ou les deux. Mais l'idée de ne pas la contacter me pesait plus que le risque d'un rejet. J'ai tapé, c'est fini. Je suis libre. Il fallait que tu le saches. Les 3 points sont apparus presque instantanément, puis ont disparu, sont réapparus. Ont disparu de nouveau. Finalement, David, je ne veux pas ruiner ton mariage. J'ai regardé le message, un petit sourire sans humour se dessinant sur mes lèvres. Tu ne l'as pas ruiné, ai-je répondu. Il était déjà fini. J'ai juste arrêté de faire semblant. Il a fallu quelques minutes avant que sa réponse n'arrive. Où es-tu? Motel près de Hawthorne. Chambre 6. Une autre pause. Je ne suis pas encore prête à te voir, mais je suis contente que tu sois parti. Ce n'était pas la réponse que j'espérais, mais ce n'était pas non plus une porte fermée. Nous avons commencé à parler, non pas du désastre que nous avions laissé derrière nous, mais de choses qui semblaient plus sûres. La dernière manie de son chien de voler des chaussettes dans le panier à linge. Le livre qu'elle éditait sur un homme qui reconstruit une maison à la main après avoir tout perdu. Je lui ai parlé de l'œuvre d'art ridicule du motel, une aquarelle délavée d'un bateau qui avait l'air de vouloir couler à la première vague. Quelque part entre les plaisanteries et les pauses silencieuses, j'ai réalisé qu'elle était toujours la seule voix qui calmait le bruit dans ma tête. Les jours se sont écoulés ainsi, des messages, des appels tard le soir qui s'étiraient au-delà de minuit. Elle m'a dit qu'elle se reconstruisait encore, mais elle ne nous a pas fermé la porte. En fait, elle l'a laissée juste assez entr'ouverte pour que la possibilité s'y glisse. À la fin de la semaine, nous nous sommes retrouvés pour un café dans un petit endroit à l'écart des rues principales. Elle portait un pull gris, les cheveux détachés, sans maquillage, et elle a souri quand elle m'a vu. Pas avec prudence, pas poliment, mais comme si elle l'avait retenu. « Tu as l'air plus léger », dit-elle en s'asseyant. « Je le suis », lui ai-je dit. Et je le pensais. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du café, puis nous avons marché dans l'air frais du soir, nos mains se frôlant, mais sans jamais se joindre. Elle n'a rien promis, et je ne lui ai rien demandé. Mais chaque regard, chaque petit rire ressemblait au début de quelque chose. Quelque chose de meilleur, quelque chose d'honnête. En rentrant au motel ce soir-là, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé une seule fois à Laura pendant notre conversation. Ni à son visage, ni à sa voix, ni aux débris qu'elle avait laissés derrière elle. Ce n'était pas que je lui avais pardonné. C'était qu'elle n'occupait plus l'espace en moi où le pardon aurait eu de l'importance. Et pour la première fois, j'ai compris ce que c'était vraiment que la liberté. 6 mois plus tard, le bruit de la pluie me suivait toujours. Mais ici, il était plus doux, plus comme une conversation qu'un avertissement. Amy et moi avions déménagé dans un petit chalet à 2 heures de Portland, niché au milieu de rangées d'érables qui transformaient le jardin en un incendie d'orange et de rouge à l'automne. L'endroit avait un jardin qui avait été à moitié oublié par le propriétaire précédent, mais j'y avais pris goût. Les matins étaient pour le café sur le porche, les après-midi pour s'occuper des rangs de tomates et d'herbes, les soirs pour le bourdonnement silencieux des grillons. Amy s'intégrait ici comme si elle avait attendu ce genre de vie depuis toujours. Elle travaillait à distance la plupart des jours, blottie sur le canapé avec son ordinateur portable et notre chien notre chien maintenant couché à ses pieds. Quand elle riait, c'était toujours ce même son sans retenue qui m'avait fait réaliser à quel point ma vie était devenue froide avant elle. Nous ne parlions pas beaucoup de Laura. Quand son nom revenait, c'était en passant, comme mentionner une route que l'on avait l'habitude d'emprunter, mais que l'on n'a plus besoin de prendre. De temps en temps, je tombais sur une de ses publications en ligne. Des selfies dans des bars à vin faiblement éclairés, des légendes sur le fait de se trouver soi-même, une citation mélancolique occasionnelle sur la solitude. Une fois, elle a même posté une vieille photo de nous deux de nos débuts, recadrée pour que mon visage soit juste hors du cadre. Les commentaires étaient le mélange habituel de sympathie et d'encouragement creux. Je n'ai ressenti aucune colère en les voyant, ni pitié, juste de la distance, comme regarder quelqu'un à travers le mauvais bout d'un télescope. Un soir, alors que je taillais le dernier basilic de l'été, Amy est sortie avec 2 tasses de thé. Elle m'en a tendu une et s'est appuyée contre la balustrade du porche, regardant le soleil descendre entre les arbres. Tu penses parfois à ce qui se serait passé si rien de tout ça n'était arrivé ?
a-t-elle demandé. J'ai pris une lente gorgée, laissant la vapeur tourbillonner contre mon visage. Parfois, ai-je admis, mais ensuite je me souviens de ce que je ressentais à l'époque. À quel point je m'étais rapetissé juste pour maintenir la paix. Elle a hoché la tête, son regard toujours fixé sur l'horizon. Je suppose qu'on a tous les deux dû casser quelque chose pour en arriver là. Je suppose que oui. Le vent a tourné, apportant l'odeur de la pluie. J'ai posé mon thé et j'ai passé un bras autour de sa taille. Elle a posé sa tête sur mon épaule sans un mot. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de pardonner à Laura. Le pardon n'était pas la question. La question était qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur l'homme que j'étais devenu. La vie n'était pas parfaite. Aucune vie ne l'est, mais c'était la nôtre. Construite sur quelque chose de réel, pas sur la prétention de maintenir ensemble ce qui s'était déjà effondré. Et tandis que la dernière lueur s'estompait, j'ai pensé que les fins et les commencements ne sont pas vraiment des choses distinctes. Parfois, c'est la même porte, vue de deux côtés différents.